Dans Home Cinéma, je reçois une artiste brillante et déterminée, la comédienne-réalisatrice Maïwenn. C'est en réalisant le bal des actrices en 2009 que Maïwenn Lebesco se fait connaître du grand public, avec un portrait au vitriol de comédiennes qui prennent grand plaisir à jouer de leur propre image. Celle que sa mère voulait imposer très jeune comme comédienne star, un rôle dans lequel son compagnon de l'époque, Luc Besson, voulait la cantonner, prend très rapidement son destin en main en réalisant Pardonnez-moi en 2006. Ce premier long métrage fait écho à la maltraitance dont elle a été elle-même victime. Police, prix du jury à Cannes en 2010, est une chronique âpre sur le quotidien des policiers de la Brigade de protection des mineurs qu'elle a écrit, réalisé et interprété. 4 ans plus tard, le Festival de Cannes récompense également sa comédienne, Emmanuelle Berco, du prix d'interprétation pour son rôle dans Mon Roi, rôle que Maïwenn n'avait pas voulu endosser et nous racontera pourquoi. Aujourd'hui, elle présente ADN, son dernier film, à la sortie bousculée par un certain Covid. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Dodo, fini. Bonjour Maïwenn, ça va bien Maïwenn? Ça va bien, merci. Vous êtes là forcément pour ADN, votre nouveau film. Vous le sortez dans un contexte qui est quand même très particulier. Je voulais savoir, en fait, ce que vous pensez un peu de tout ce bordel ambiant, Maïwenn. Beaucoup de panique, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et beaucoup de colère contre le gouvernement qui n'a fait que faire comme si la culture n'existait pas. Depuis le départ, il a fallu qu'on fasse des pétitions et qu'on se manifeste dans la presse pour qu'on nous donne comme ça du bout des doigts, pour qu'on nous considère, quoi, puisque dans les discours qui ont été faits depuis le départ, on était toujours écartés puisque ça concernait que les gens qui étaient employés et tout ça. Donc moi, j'ai trouvé ça très dur et puis ça m'a mis dans un état de fragilité pour l'avenir. C'est que je vois plus la vie pareil, c'est que je trouve mon travail du coup très fragile, très aléatoire. Pourquoi? Parce que j'ai bien vu que je pouvais arrêter de travailler du jour au lendemain avec une épidémie. Mais de toute façon, c'est ça. Moi, on m'a proposé de bouger la sortie de mon film et Vous n'avez pas voulu, non? Non, je me suis dit, en temps de guerre, il faut avoir son petit moment de résistance et ma résistance à moi, c'est d'accepter que cette épidémie existe et qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre. Et donc, OK, on n'aura pas les mêmes chiffres qu'avant. On n'aura plus des salles pleines comme avant, en tout cas pas tout de suite. Et acceptons-le et continuons de proposer de la culture aux gens. À mes enfants, Papy avec ses 2 filles. à mes petits-enfants Papy, et à mes arrière-petits-enfants On est vraiment désolés. qui poursuivent le chemin tracé. C'est votre cinquième film, c'est un film de nouveau très épidermique, très vif, très sensible, qui vous concerne. J'espère qu'il ne fait pas que me concerner, j'espère que j'en concerne d'autres en convoquant les consciences des uns et des autres sur leurs origines, sur leurs questionnements, sur leur identité, sur le poids de nos ancêtres, est-ce qui nous hante, est-ce qui nous hante pas. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 €, il est en carton. Oh non, non, c'est pas un déménagement. C'est Hein, pour non, le non, brûler. non. Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, du père, quoi. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. Est-ce que vous pouvez juste nous faire l'histoire de ADN? Moi, l'histoire du film, c'est un prétexte à soulever les sujets que je viens de donner. C'est l'histoire d'une femme que je joue, qui s'appelle Neige et qui perd son grand-père. Et on comprend dans l'organisation de l'enterrement de son grand-père que c'était son pilier et que la raison pour laquelle elle n'arrive pas à passer à autre chose et à faire le deuil de façon classique, c'est parce qu'elle avait des parents complètement toxiques. C'est pas une petite bourgeoise qui fait 3 fautes d'orthographe par mot qui va me donner des leçons de morale, ok? Parce qu'en fait, tout est une question de bourgeoisie, de pas bourgeoisie, de classe sociale. Ça te fait rire?
Non, ça me fait pas rire, je trouve ça stupide. La débilité, ça existe chez les pauvres ou pas? Ça, j'ai le droit de dire que t'es un pauvre débile? Oui, ça. Ouais. Ouais. T'es un pauvre con débile. D'accord. Ben, c'est souvent des films où les personnages se relèvent. C'est souvent Oui. des histoires de résilience. Ici, il y a une C'est toujours dans mes films, j'ai remarqué, c'est toujours des fins tristes, mais où il y a une petite porte d'espoir. On sent que vous êtes vraiment à fleur de peau et qu'il y a quelque chose d'assez immédiat. Je pense beaucoup moins qu'avant. Ouais. Pourquoi vous êtes apaisé? Vous êtes plus apaisé? Non, mais parce qu'avec l'âge, j'espère qu'il y a plus de choses qui glissent. Je regarde dans ADN, je trouve que le film est quand même un film en colère. Oui, mais j'espère que la façon dont je transmets les émotions et les idées dans les films, j'espère qu'elles sont reçues de façon moins plaquée et moins directive et moins hystérique. En fait, moi, je préfère ADN que mes films précédents, par exemple, parce que je trouve que j'ai progressé dans la façon de transmettre les émotions qui sont peut-être plus subtiles. Ouais, mais on préfère toujours son dernier né. Non, celui-là, je vais le préférer longtemps. Ouais. Ma mère, elle est 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Je veux pas que tu te résignes. Je veux pas que t'aies peur. En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Émir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. Alors, je sais que vous aimez pas parler de ça et je vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais c'est sur la fabrication de vos films. C'est-à-dire que il y a quelque chose. C'est pas que j'aime pas en parler, c'est que j'aime pas les termes faciles, autobiographiques. Non, mais ça se voit. On voit bien que vous êtes laborieuse, que vous êtes tout sauf une paresseuse, que vos films sont très travaillés. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une exigence de tout et surtout une exigence de l'émotion. En fait, le rapport du scénario, parce que finalement, j'ai l'impression que vos scénarios sont beaucoup plus écrits qu'on ne le pense. Ça dépend des fois. Là, il n'était pas beaucoup écrit. Ah ouais? C'est marrant, c'est l'impression. Moi, j'ai tout l'inverse comme impression. Non, en fait, uniquement pour une seule et unique raison qui est toute bête, c'est que j'ai décidé de faire le film en juin et j'ai tourné en août. Donc, j'avais que 2 mois pour le préparer. Et donc, c'est la production qui a avancé tout. Donc, pour avancer tout, pour eux, ça leur suffisait que je transmette un scénario de 40 pages. Et les scénarios d'avant, ils étaient écrits de manière totalement académique, scolaire. Je voudrais faire un film sur ma famille. C'est une bonne idée, ça, Violette. Ouais. Mais un documentaire, hein. Avec eux, quoi. Ils seraient les protagonistes de mon film. Pas d'acteur, pas de scénario. Et souvent, quand j'écris, je trouve que pour moi, c'est un peu une perte de temps dans la mesure où je sais que c'est uniquement une base de travail et qu'après, je vais faire exploser le scénario au tournage et qu'après, je vais faire exploser le tournage au montage. Enfin, toutes les étapes me permettent à chaque fois de réécrire et réécrire et réécrire jusqu'à temps que ça me plaise totalement. Raconte. C'est le mariage de Fanny. Attends. Non, pardon. Non, en fait, ça m'intéresse pas. Je commence à réfléchir en même temps. Je préfère que... Raconte-moi pourquoi tu m'as laissé avorter il y a 1 an. Moi, ça me suffit d'avoir un scénario qui fait uniquement 40 pages parce que je sais que ça va me servir pour trouver les décors, pour trouver le nom de comédiens, etc. Mais après, tout le reste est à réinventer et à il faut qu'on ait le temps de la réflexion pour que ça me plaise, en tout cas. Ça va pas être facile. J'ai l'impression que le plateau, même si j'ai entendu 2-3 trucs, vous dites ouais, finalement, le plateau, c'est pas vraiment l'endroit où j'aime être. Parce qu'il y a l'autorité, il y a tout ça, mais j'ai l'impression que dans l'intuition du moment, vous trouvez toujours le sens exact de chaque scène. Non, détrompez-vous. Ah ouais? Oh non. Ça me fatigue les tournages. Je me sens... À chaque scène, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver.
J'ai l'impression de faire un marathon sur lequel j'ai pas assez de souffle. Pour ADN, j'ai passé la première semaine à tourner et à envoyer des textos à mon producteur tous les soirs où je lui disais je fais que de la merde. Donc c'est pour vous dire à quel point, non, j'ai jamais la sensation... Parfois, j'ai une petite sensation que c'est un peu mieux que les autres, mais je suis jamais contente. Est-ce que le blond là que j'ai là-bas ira avec ce blanc-là? Non, tu vas pas commencer à pignocher sur des différentes couleurs de blanc. Toi, tu le regardes comme ça avec tes yeux de chouette, même s'il a une djellaba blanche, on va pas regarder s'il y a un petit truc. Allez, on y va comme ça. Mais pourquoi à chaque fois tu dois jeter violemment quelque chose? Parce qu'on va devenir fou. Toi, reste dans ta folie toute seule, mais tu vas pas nous contaminer avec ta folie. Et une scène comme la scène avec Fanny Ardant dans la rue, c'est une scène qui est écrite ou c'est vraiment... Alors là, il y avait carrément rien d'écrit. Je me suis aperçue pendant le tournage qu'il allait manquer une scène de confrontation entre elle et moi où on allait se dire des choses très importantes, très profondes par rapport à l'histoire. Et donc du coup, comme les jours avec elle étaient comptés et qu'on n'allait pas avoir un jour de plus, etc., il y a un jour où j'ai été un peu plus vite pour la scène d'avant et j'ai trouvé 2 heures au milieu de 2 scènes où on a été improviser la scène dans une rue où on n'avait pas d'autorisation, tout ça. Et je dirais en 1 heure ou 2 max, on a tourné 3 prises et je lui ai dit ce que je cherchais à obtenir dans la scène. Je lui ai dit quelles informations il fallait qu'elle me livre. Donc c'était son enfance. Je voulais qu'on comprenne son personnage avec cette scène. Et puis moi, je lui ai pas dit ce que j'allais lui dire, mais moi, je savais ce que j'allais lui dire. Et je m'étais mis en condition de devoir livrer quelque chose d'extrêmement intime où je devais faire abstraction sur le tournage et les caméras. Je savais qu'il fallait que j'ai la sensation d'accoucher, quoi. J'ai toujours peur que tu m'en colles une. J'ai toujours peur que tu m'envoies des méchancetés devant tout le monde. C'est pas grave, tout ça. Mais si, c'est grave. À mon âge, c'est grave. Non. Si. J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Non, justement pas. Si. Il faut pas que tu te reposes. Oh, putain, c'est pas possible. Il faut pas que tu te ranges. Il faut pas que tu baisses la tête. Dans Mon Roi, j'ai eu aussi une scène très importante qui m'est venue à la dernière minute, qui n'était pas écrite. Donc pareil, on a trouvé du temps dans une journée, etc. Et c'était la scène où elle est complètement ivre-morte dehors, là, avec les amis, où ça part en sucette. Je m'autorise j'allais dire le luxe, mais c'est pas vraiment le luxe parce que je dépasse pas le tournage. On m'a pas donné une journée de plus pour intégrer une scène qui était pas prévue, mais je fais en sorte que ça rentre dans le tournage. Regarde-moi quand je te parle. Et moi, je pique pas les mecs des autres. Bon, ok, très bien. Parce que moi, j'ai un mec que j'aime. Et puis je tourne dans l'ordre chronologique, ce qui me permet de réajuster les scènes en trop. Parfois, il y a un sujet dont on devait parler en scène 14 et on en a parlé dans la scène 10. C'est venu naturellement, donc du coup, je me dis, bon, bah génial, j'enlève la scène 14, comme ça nous laisse plus de temps pour faire la scène 15. Donc vous êtes en état de grande porosité, en fait, pendant le tournage, de tout le monde. C'est comme, Oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un catalyseur des émotions de tout le monde. Oui, bien et que sûr. vous les... En fait, c'est comme intuitif. Alors, j'imagine qu'il y a énormément de travail en amont, mais... Non. Bah, Non, parce vous que... répétez jamais avec vos acteurs en amont? Jamais, non, jamais, surtout pas. Ah ouais? Jamais. Vous faites pas comme les Dardennes à faire des repérages avec les acteurs, les artistes... Non, je fais des repérages, mais les acteurs, je vois pas ce qu'ils vont faire au repérage. Ils répètent, par exemple, avec... Ah non. Ouais. Non. Vous êtes seul ou il y a une équipe avec vous? C'est ça, mon équipe. D'accord. Moi, je cherche l'authentique, je cherche... Oui, je comprends. J'ai pas envie du glamour, tout ça, quoi. D'accord. J'ai une image tellement figée, tellement comme ça, un peu d'icône. J'ai envie de transmettre ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus simple, qui a une vie assez banale, somme toute, mais... parce que je souffre souvent d'être comme ça, toujours un peu supérieure. Je suis très simple, au fond. La texture de l'image ou la mise en scène classique, vous en foutez complètement? Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que... Bon, c'était vrai, au début, j'ai beaucoup dit que je m'en foutais de la caméra et qu'il y avait que les acteurs qui m'intéressaient. Mais à l'époque, je m'en foutais et des costumes, et des décors, et du maquillage, et la lumière, de tout. Il y avait que les acteurs qui m'intéressaient. Ça me fout le cafard de faire tout ça. Je me crois tellement au-dessus de tout, tellement pleine d'humour, ironique. Le
physique, on s'en fout, mes couilles, je suis là à venir dépenser des fortunes, à faire du botox, à me faire filmer en plus en train de le faire. Non, mais peut-être qu'on devrait passer au sein, au lieu de s'occuper toujours du visage, le visage, le visage. Je pense qu'il faudrait peut-être penser au sein. Hein. Bah forcément, de film en film, on a envie d'approfondir notre mise en scène, on se pose des questions. Puis entre-temps, j'ai vu plein d'autres films et j'ai remarqué que quand il y avait telle lumière et telle lumière, ça convoquait le spectateur à faire appel à son imaginaire. Enfin, forcément, je me suis enrichie du travail aussi des autres et puis j'ai étayé ma façon oui, mon vocabulaire de cinéma et puis ma façon aussi de transmettre les émotions. Maïwenn nous a dit qu'elle allait faire un documentaire sur les actrices, ok? Pas un documentaire sur Maïwenn. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être dans le film, presque. Charlotte, franchement, vous êtes quand même quelques minutes dans le film. Vous y êtes absolument merveilleuse. On nous enrobe tout dans un truc de... On va filmer les actrices, la vraie vie des actrices. Il y a une actrice à l'écran et encore une actrice, bon. Hein. Non mais pour nous, sérieusement, c'est une bonne nouvelle de Payet dans ce film. Vraiment, vraiment. C'est que sa gueule. Mais franchement, au bout d'un moment, faut arrêter, elle est pas honnête. C'est des trucs que j'avais jamais donné à personne pour regarder quoi, ça, là, avec sa bouche, là. Et puis j'ai beaucoup lu entre-temps, ce que je ne faisais pas avant. Et la littérature m'amène énormément d'images, c'est mes propres images, alors que quand je vois les films des autres, je subis, entre guillemets, hein, les images des autres. Or, la littérature me pousse dans mes films. C'est comme s'il me renvoie à mes films et à ce que j'ai envie de dire. Donc ça me nourrit beaucoup plus que les films des autres. قولي وين مكتوب؟ كان انت راجل ومسلم باهي ها؟ قولي وين مكتوب في القرآن البو نجم يلاز بنته تعرس بالسيف عليها. وريني. توري انت توا تحب توريني تخلي انت باش تفهمني توا القرآن وين مكتوب في القرآن المرأة نجم ما تنجمش تخدم. توريني وين مكتوب تصير روحك مسلم. مسختنا القرآن يعلم الاحترام فهمت؟ Il y a un problème avec monsieur là? Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, maintenant, au bout du ADN, c'était mon 5e film, eh bien, j'étais devenue exigeante sur tous les terrains. Le décor, je faisais moi-même mes étagères. Je me souviens, sur ADN, j'étais très pointilleuse sur l'épaisseur des étagères entre les bouquins, pour qu'on voit bien les bouquins, pour que ça prenne toute la place du cadre. Donc pour moi, maintenant, tout est important. Je veux des caméras pratiques, légères, mais je veux aussi une très très belle image. Je veux pas qu'on sente la vidéo. Il se passe rien là. Merci. Et puis j'ai une mise en scène qui est assez simple et qui n'a pas beaucoup évolué depuis... Ah si, quand même. Ah, vous trouvez? Moi, je trouve pas. En tout cas, dans mes... ADN est beaucoup plus découpé, beaucoup plus construit. Enfin, moi, je trouve que le film... Bah, en fait, dans ma tête, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que je cherche toujours dans les scènes de groupe où on est en mouvement, je tourne ça à 2 ou 3 caméras. Il n'y a jamais de mise en place au sol, il n'y a jamais de scotch. Les acteurs, ils n'ont jamais de place précise. Je veux qu'ils soient libres. Et les scènes où ils sont assis, bah, c'est champ contre champ, il n'y a rien de plus simple. Donc je sais que parfois il y a des cinéphiles qui me critiquent parce qu'ils disent que ma mise en scène est classique, mais je revendique... moi j'aime ça en fait. Et je trouve que les meilleures mises en scène, ce sont les mises en scène qui se mettent en retrait. Tu me dis, t'as trompé, excuse-moi, moi aussi j'ai trompé. Non mais ça n'a rien à voir. Toi tu l'as trompé parce que t'as eu des sentiments pour quelqu'un. Lui t'as trompé pour un coup de bite. Ça change pas la donne, hein. Chacun un partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, en fait, ce qui vous amène au cinéma. Est-ce que, finalement, avant d'être actrice, est-ce que vous ne rêviez pas de faire du cinéma, d'être vraiment metteur en scène? Peut-être, mais je le savais pas et j'avais pas des parents suffisamment à l'écoute pour observer que j'avais ça en moi sans le savoir. Je suis l'aînée de 5 enfants. Donc, vous savez bien que les aînés sont souvent les chefs de troupe. Et comme mon frère après moi a 5 ans de moins, et puis ma sœur 6, etc., donc j'avais une vraie différence avec les autres. Donc j'étais souvent la chef de groupe qui faisait des jeux, et c'est moi qui dirigeais tout. Et c'est vrai qu'avec du recul, je reconnais que j'avais sûrement ça en moi, mais j'avais une mère qui était vraiment obsédée par faire de moi une actrice. Donc du coup, moi, comme j'étais obsédée par être aimée de ma mère, je croyais que je voulais être actrice. Avant, je rêvais beaucoup d'avoir une robe de princesse. Et ces images-là sont issues d'un casting que j'ai passé quand j'avais une dizaine d'années.
Ah, j'étais vachement contente. Et le film s'est jamais fait avec moi. Voilà. Et alors après, tu vas devenir comédienne? Je suis déjà, je crois. Ouais. Et puis mon père me regardait pas, ou pas de la bonne manière. Et donc du coup, ils n'ont pas pu voir ou déceler, deviner que c'était ça qui allait prendre toute la place dans ma vie. Et c'est devenu une grande passion. Mais du coup, à cause de ça, je l'ai découvert tard. Vous êtes actrice, non? J'étais. Enfin, je suis un petit... Oui, je sais. Enfin bon, je vais pas parler de moi. Oui, mais on a beau à ne pas parler de soi, on parle toujours de soi. Si on est dans un film, on le réalise, on le pense, on l'écrit et on collabore dessus. On est en train de parler de soi de toute façon. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, non, la mise en scène, c'est pas pour moi, je peux pas y avoir accès parce que je suis une femme, parce que ceci, parce que je vais être actrice? J'ai écrit un court-métrage quand j'étais très jeune, et puis je l'ai fait lire au père de ma fille, qui était metteur en scène, voilà, et qui a eu une réaction très négative. Et comme j'étais sous son emprise, mais dans le bon sens du terme, je crois que je me suis dit, bon, c'est vraiment... Je l'ai enterré, quoi. Je pense qu'il y a eu plein de faux départs comme ça, et qu'à cause de l'entourage qui ne voulait que défendre leur propre envie artistique et revendications artistiques, du coup, ils n'ont pas vu que c'était des appels, en fait, des appels au secours ou des appels d'air. Moi, je trouve que vous avez jamais été aussi direct dans votre approche de vous-même, en fait, dans la représentation de vous-même au cinéma. En fait, je me suis posé beaucoup la question au moment de Mon Roi, si je devais le jouer ou pas. Et je me suis dit, il faut que je connaisse ce que c'est que la mise en scène sans moi. Donc je vais prendre quelqu'un qui ne me ressemble pas. Je voulais prendre une actrice, une femme à qui j'avais envie de ressembler. Je dis pas physiquement, hein, je dis pour un tout. Elle, c'était quelqu'un qui me fascinait. Et puis en ayant fait le film avec une autre actrice, je me suis aperçue que je rencontrais d'autres problèmes. Et je me suis dit, t'es pas si nulle que ça, t'es pas si... T'aurais pu le faire, ou peut-être pas t'aurais pu le faire, mais... En tout cas, ce n'était pas un paradis que de tourner avec quelqu'un d'autre que moi. Et je vais divorcer. Tu m'aimes? Oui. Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition. Non, c'est pas réglé. Quoi? Et le problème, c'est ni toi ni moi, le problème, c'est nous deux ensemble. C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Quand il y a eu cette idée de ADN, je me suis dit, là, maintenant, il faut que j'explore de jouer quelque chose qui m'est vital dans ma vie personnelle. En fait, pour moi, j'avais l'impression que c'était incompatible de jouer quelqu'un qui sombre et à la fois de diriger une équipe de tournage. Je me suis dit, mais il faut tellement d'énergie et tellement de persévérance et d'exigence. Je me dis, mais d'un côté, je vais dire, alors vous faites ci, vous faites ça, puis d'un autre côté, je vais pleurer toute la journée, je vais devenir dingue. Et je suis un peu devenue dingue, mais je suis contente de l'avoir fait parce que je crois franchement que je n'aurais pas pu supporter de filmer une autre actrice. Mais c'est très paradoxal parce que du coup, les gens peuvent penser que je m'aime, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que je peux pas m'encadrer à l'écran, mais je n'aurais pas supporté non plus de voir quelqu'un d'autre. Donc c'est compliqué à gérer dans sa tête. Je t'aime, je te jure que je t'aime. Mais voilà, les caresses, les câlins avec toi, j'ai peur. Le contact de ta peau, ça m'effraie. J'ai l'impression aussi qu'il y a une forme d'absolu dans vos films, tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose de conscient? Ou alors c'est vraiment pas, vous ne posez pas du tout cette question? Je me pose pas ces questions, mais c'est vrai que j'aime quand quoi que je fasse, que ça soit intense. Dans votre vie aussi? Oui, dans ma vie, mais bon, ma vie, mon travail, pour moi, c'est tout pareil. Bien sûr. Ouais. Ça a des conséquences énormes, hein, parce que la vie n'est pas faite pour que ça soit le feu tout le temps. Non.
Enfin, non. Bah, pourtant, en film, c'est le feu tout le temps. Oui, mais bon, j'en fais un tous les 4 ans, 5 ans. Là, ça fait 5 ans que j'avais pas tourné. Tout le monde n'est pas dans ton truc, on rentre chez soi le soir, on veut voir du truc prise de tête, être à fond là-dedans. Tu vois, les frères Dardenne, moi je m'en bats, moi. Moi je regarde la Starac, moi mon film culte, c'est Les Bronzés. Et il n'y a pas marqué Benjamin Biolay, là, t'as vu? Je vous remercie, Maïwenn. C'était super, vraiment. Merci. J'étais enchanté de vous rencontrer. Moi aussi.